Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a officiellement prêté serment ce samedi 25 mai à Pretoria. Le chef de l'État élu pour un mandat de 5 ans promet d'être l'homme du changement. Contrairement au mobile money, le digital banking n'est pas très utilisé en République du Congo. Pour inciter les Congolais à ce service, la 5e édition des universités du numérique a mis l'accent sur l'utilisation de la banque en ligne. Et puis Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille les 18 et 19 juillet prochains le forum de la diaspora ivoirienne. Isiaka Konaté, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, est notre invité pour en parler. Mais tout d'abord, au Malawi, les électeurs vont encore patienter avant de connaître les résultats officiels des élections présidentielles et législatives du 21 mai dernier. Ce samedi, la justice a ordonné la suspension de l'annonce des résultats de ces élections en cause d'une plainte du principal parti d'opposition. Le parti du Congrès du Malawi affirme avoir recensé des irrégularités dans 10 des 28 districts électoraux. Ainsi, la haute cour de Lilongwe exige le recomptage des bulletins d'un tiers des districts du pays. A noter que le dépouillement de 3/4 des bureaux de vote, les derniers chiffres officiels accordaient un avantage au président sortant Peter Mutharika, crédité de 40,49% des suffrages devant le chef du MPC Lazarus Chakwera, crédité de 35,44%. C'est un nouveau départ pour Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain a été officiellement investi ce samedi 25 mai. Il y a 2 semaines, son parti, l'ANC, a remporté les élections législatives avec un peu plus de 57% des votes devant plusieurs chefs d'État et en présence du président de la Cour constitutionnelle. Le nouveau président a promis d'être l'homme du changement. Nelly Claude Ebessa et Marcel Farba-Maroun. Le président Cyril Ramaphosa, âgé de 66 ans, a prêté serment ce 25 mai à Pretoria, en Afrique du Sud. Il a été réélu par les députés le 22 mai suite à la victoire de son parti, le Congrès national africain, aux élections législatives du 8 mai 2019. Le président Ramaphosa ambitionne de former incessamment un nouveau gouvernement. Pour ce mandat de 5 ans, le chef de l'État s'est fixé comme fil directeur de nettoyer le parti et l'État de la corruption et de relancer l'économie de la première puissance industrielle du continent africain. Les défis auxquels notre pays fait face sont énormes, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils peuvent être relevés. Nous affirmons notre détermination à mettre fin à la pauvreté en Afrique du Sud. Chaque enfant sera en mesure de lire et chaque personne à la recherche d'un emploi aura une opportunité raisonnable d'emploi. Nous allons devoir faire preuve de courage, de détermination et de persévérance pour atteindre cet idéal. Le chef de l'État sud-africain a également mis l'accent sur la création d'emplois supplémentaires pour l'Afrique du Sud. Afin de promouvoir le travail d'équipe et de promouvoir l'édification de la nation, le président sud-africain devrait convaincre les investisseurs étrangers, les chefs d'entreprise et montrer qu'il est prêt à rompre avec les pratiques de son prédécesseur, embourbé dans les scandales financiers. La position que vous occupez nécessite que vous soyez entouré de personnes honnêtes et sincères avec vous. Parce que ceux qui se sont trompés se sont dit plusieurs fois qu'ils avaient raison, même quand ils avaient tort. Vous ne devez pas écouter ceux qui vous disent que vous agissez bien alors que la justice sud-africaine et la constitution du pays disent que vous avez tort. Ce sont ces 2 institutions qui sont qualifiées pour défendre notre démocratie. En rappel, le président Cyril Ramaphosa dirige l'Afrique du Sud depuis la démission forcée en février 2018 de l'ex-président Jacob Zuma, poussé vers la sortie par le Congrès national africain en raison de forts soupçons de corruption pesant sur lui. Au Soudan, pour maintenir la pression sur l'armée, les protestataires préparent une grève générale dirigée par l'Alliance pour la liberté et le changement. Mouvement à la tête de la révolte contre le pouvoir. La grogne sociale est prévue mardi 28 et mercredi 29 mai prochain. Le mot d'ordre est lancé alors que le dialogue avec les militaires au pouvoir est à l'arrêt. Les négociations bloquent sur le partage des postes au sein d'un conseil souverain censé diriger une transition de 3 ans jusqu'à des élections. Également dans l'actualité, le mobile money continue son expansion sur le continent. En République du Congo, le revenu total du marché a atteint plus de 700 millions de francs CFA en mars 2019. Toutefois, le digital banking est à la traîne. Afin d'inciter les populations à cette tendance, la 5e édition des universités numériques s'est axée sur le thème « Le digital banking, catalyseur de l'inclusion financière ». Reportage de notre correspondant Deva Panzo.
Le digital banking n'a pas encore gagné les esprits au Congo, contrairement aux services tels que le mobile money, dont le revenu a connu une hausse de 22,74% en mars 2019, soit 770,8 milliards de francs CFA répartis entre les opérateurs de téléphonie mobile MTN et Airtel Congo. Avec un taux de pénétration des téléphones portables élevé, le digital banking constitue une opportunité financière moins attractive. Le troisième niveau, ça va être le niveau de sécurité, les problèmes de sécurité, parce que nous savons tous que lorsque ça touche à l'argent, ça devient extrêmement sensible. Il faudra s'assurer que lorsque l'argent quitte un compte pour un autre compte, que la transaction de bout en bout est complète et est sécurisée. Parce qu'une personne peut faire la transaction, mais la transaction n'arrive pas à bout parce qu'un pirate informatique a piqué l'argent au beau milieu. L'un des plus grands défis du digital banking demeure la sécurité des utilisateurs face au piratage informatique. Le digital banking, catalyseur de l'inclusion financière, a constitué le thème de la 5e édition des universités du numérique ce vendredi 24 mai 2019. Nous avons planché cette fois-ci sur la problématique du digital banking dans l'accès facile aux services bancaires. Nous avons découvert qu'en République du Congo, il y avait toute une gamme de startups qui proposaient des solutions en termes de paiement mobile, solutions qui facilitent les transactions auprès des populations. Et nous avons jugé nécessaire de leur donner la possibilité de présenter ces solutions vis-à-vis du public. Le développement du digital banking devra s'arrimer aux progrès observés dans le service mobile money en forte croissance. Notons que les utilisateurs de mobile money ont réalisé 23,4 millions d'opérations rien qu'au cours du mois de mars 2019 pour un montant total de 80,9 milliards de francs CFA. La capitale économique ivoirienne Abidjan accueille les 18 et 19 juillet prochains le forum de la diaspora. La diaspora ivoirienne représente plus d'1 million de personnes à travers le monde. Elle connaît une croissance fulgurante ces dernières années. Chaque année, les Ivoiriens de l'extérieur transfèrent au pays 200 milliards de francs CFA, environ 1% à 2% du produit intérieur brut. Nous recevons sur ce plateau pour en parler Isiaka Konaté, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci infiniment de m'avoir invité. Alors, vous organisez en juillet prochain le Forum de la diaspora ivoirienne à Abidjan. Quel est l'objectif de cet événement ? Écoutez, le Forum de la diaspora ivoirienne est à sa 3e édition. Depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, il a instauré une sorte de dialogue permanent avec la diaspora qui se résume à un forum aussi assez régulier, qui est chaque 2 ans. Donc, la première édition était en 2015, la deuxième en 2017 et la troisième en 2019 va travailler essentiellement sur la question d'investissement et des talents de la diaspora. 2 thèmes principaux qui, pour nous, il est important d'engager afin d'augmenter cette contribution de la diaspora que vous venez de mentionner. Et justement, qu'est-ce que la diaspora ivoirienne apporte à la Côte d'Ivoire ? Eh bien, la diaspora ivoirienne apporte à la Côte d'Ivoire, en plus de ce que vous avez mentionné au niveau de l'influence autour de 1 et 2% du PIB, ça dépend des années. Elle apporte aussi beaucoup d'assistance sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur le plan social, avec une forte contribution. Et c'est une diaspora qui est essentiellement connectée avec son pays, qui aime beaucoup son pays, qui aujourd'hui, en retour, a besoin que l'État puisse mettre en place des mécanismes qui puissent favoriser son investissement. Qu'est-ce que l'État a mis en place pour favoriser le retour des Ivoiriens de l'extérieur ? Alors, eh bien, d'abord, un ministère en charge des Ivoiriens de l'extérieur depuis 2012-2013. Ensuite, une direction générale entièrement dédiée aux Ivoiriens de l'extérieur. Et puis, cette fois-ci, l'État nous a demandé de proposer une politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Eh bien, c'est chose faite. Mais l'État a décidé que cette politique ne puisse pas être validée tant qu'elle ne passe par la diaspora. Donc, le prochain forum de la diaspora aura pour plusieurs objectifs. L'un des objectifs, bien évidemment, est de valider la politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Le deuxième objectif est de travailler sur, on vient de valider le plan d'investissement des Ivoiriens de l'extérieur, parce que la Côte d'Ivoire met en place, à partir de l'an prochain, un dispositif d'appui à l'investissement de la diaspora. C'est une sorte de fonds de garantie qui sera garanti par le Fonds de solidarité africain. Donc l'objectif, c'est vraiment de mobiliser les talents et de mobiliser les investisseurs de la diaspora, 2 branches fondamentales pour qu'on puisse parvenir à une plus forte augmentation du PIB au niveau de leur apport pour la croissance de notre pays. Et la diaspora ivoirienne, on l'a dit tout à l'heure, représente plus d'1 million de personnes à travers le monde et tout ne se passe pas bien pour tout le monde. Qu'est-ce que le gouvernement ivoirien a prévu pour une protection optimale de ces ressortissants qui sont à l'étranger ?
Eh bien, vous savez que la Côte d'Ivoire, depuis la guerre en Centrafrique, a fait revenir au total plus de 6 000 Ivoiriens, dont un peu plus de 5 000 de la Libye. Et ces personnes bénéficient d'un encadrement pour repartir en toute sécurité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a aussi travaillé sur un dispositif d'appui à la sécurité des Ivoiriens à l'extérieur. C'est un dispositif que nous pouvons mettre en marche lorsque les Ivoiriens se retrouvent en situation d'extrême précarité dans un pays. Mais nous disons toujours d'extrême précarité parce qu'il est aussi évident qu'en tant qu'Ivoiriens qui voyageons, nous devons prendre un minimum de précautions et l'État intervient lorsqu'il y a une situation d'extrême urgence. Monsieur Isiaka Konaté, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Merci de m'avoir invité. Dans le reste de l'actualité à la page du sport, la Ligue des champions africaine de la Confédération africaine de football se poursuit. En finale allée de la compétition ce vendredi, les Tunisiens de l'Espérance de Tunis sont tenus en échec le Wydad de Casablanca. La rencontre qui s'est tenue à Rabat au Maroc s'est soldée par un match nul de 1 but partout. Ce match nul conforte les Tunisiens, tenants du titre dans leurs espoirs, de rejoindre les équipes qui ont remporté 2 fois d'affilée la compétition de clubs phares en Afrique. À noter que le match retour se déroulera le 31 mai prochain au stade Radès de Tunis, la capitale tunisienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.